Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel opus du Noté pour vous en images. Alors cette semaine, que s'est-il passé sur les marchés financiers? 3 points ont attiré mon attention. Tout d'abord, le premier point intéressant de cette semaine concerne la résolvabilité des établissements de crédit. Je vous rappelle que ces critères ont tout d'abord été posés par l'annexe de la directive appelée BRRD, donc la directive sur la résolution des établissements de crédit, dans sa section C. Que cette annexe a été transposée par un arrêté du 11 septembre 2015 qui a repris effectivement les termes de l'annexe, mais pas en faisant un copier-coller. Donc on est parti d'une annexe qui contenait 28 critères pour arriver à un arrêté de transposition française qui contenait lui 26 critères, certains critères étant rassemblés dans une même catégorie. Avec l'arrêté publié cette semaine au journal officiel de la République française, c'est un 27e critère qui vient s'ajouter à la liste des critères de résolvabilité auxquels l'ACPR doit prêter attention pour déterminer les cas de résolvabilité et donc le plan éventuel de résolution de l'établissement de crédit. Mais ce 27e critère ne va pas s'appliquer à tous les établissements de crédit. Ce critère ne va concerner que les établissements d'importance systémique mondiaux. Donc cela va concerner pour la France que les établissements qui ont été listés comme tels par la CPR, à savoir 4 grands groupes pour la France, BNP, BPCE, Crédit Agricole et Société Générale. Ce sont donc pour ces 4 grands groupes que ce nouveau critère de résolvabilité va être intéressant. Mais l'intérêt peut être limité car ces 4 grands groupes sont soumis à la supervision du Conseil de résolution unique, donc d'un organe européen et non plus a priori de la CPR. Pour ces 4 grands groupes, le nouveau critère vise l'adhésion à un contrat type permettant la mise en œuvre effective des mesures de suspension temporaire des obligations de paiement résultant des contrats financiers régis, et c'est là le point important, par le droit d'un État tiers. Ce qui est important dans cet arrêté, c'est que le texte précise que l'absence d'adhésion à un contrat type de ce genre pourra entraîner et constituer un obstacle en termes de résolvabilité que l'autorité compétente devra résoudre. Deuxième point important cette semaine, il concerne le règlement EMIR. Cela faisait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Pourquoi revenir sur le règlement EMIR? Effectivement, 2 règlements délégués ont été publiés au journal officiel de l'Union européenne, mais ce n'est pas sur ce point que je souhaitais vous entretenir. Le point qui m'a paru important cette semaine fait écho à la proposition de la Commission européenne de réviser le règlement délégué qui avait été publié le 15 décembre dernier, je vous en avais parlé, qui était un règlement qui était vraiment attendu, puisque c'est le règlement délégué qui fixe les techniques d'atténuation des risques pour les contrats financiers qui ne sont pas compensés centralement par une chambre de compensation. Donc c'était des techniques d'atténuation des risques qui étaient attendues avec la fixation des marges initiales et des marges variables. Dans ce contexte, avec les travaux de révision de ce règlement, il m'est apparu important de rappeler que les travaux de révision plus généraux du règlement EMIR ont commencé, puisque cette révision est prévue par le texte lui-même pour avoir lieu en 2017. 2 grandes questions sont posées aujourd'hui pour la révision de ce règlement. La première concerne l'exemption qui a été accordée au régime de retraite. Alors cette exemption a été renouvelée à 5 ou 6 reprises même. Elle est aujourd'hui prévue pour durer jusque l'été 2018. Il est à noter que cette exemption est formalisée de manière tellement large qu'elle permet de couvrir également l'assurance vie. Alors pour ces assureurs, 2 options sont aujourd'hui envisagées par l'exécutif européen. La première option, c'est à nouveau de poser une exemption qui soit temporaire et donc de la renouveler autant que cela sera nécessaire. Deuxième option qui serait la plus simple, mais va-t-elle être acceptée complètement par l'exécutif puis par le Parlement européen, c'est une exemption permanente des régimes de retraite.
La deuxième question qui va beaucoup occuper l'exécutif européen et ensuite le Parlement européen, c'est le régime des États tiers. Et évidemment, on garde dans le viseur le régime des États tiers et le cas du Brexit, puisque le Royaume-Uni fera partie de ces États tiers et que c'était le Royaume-Uni qui avait quand même beaucoup pesé au moment de l'élaboration du règlement dit EMIR. Le dernier point dont je voulais vous parler concerne à nouveau la commercialisation, mais cette fois pas la commercialisation d'instruments financiers, mais la commercialisation de produits d'assurance. En effet, on a eu une note cette semaine du Parlement européen qui va expliciter ce qu'est la directive qu'on appelle IDD du 20 janvier 2016 et qui va concerner la commercialisation des produits d'assurance. C'est une directive qui doit être transposée avant le 23 février 2018. Les textes de transposition en France sont la base légale, en tout cas des textes, est prévue par la loi Sapin 2 et l'ordonnance qui est prévue, par contre, va un peu loin puisqu'elle va jusqu'à juillet 2018 pour pouvoir proposer une ordonnance. Cette directive va apporter un changement important pour les acteurs du secteur de l'assurance. Elle va concrétiser une nouvelle MIFIDisation de ce secteur que la France avait déjà partiellement connue par les conventions producteurs-distributeurs. Mais c'est au niveau européen que le changement va être fondamental. Par conséquent, l'EIOPA, qui va devoir proposer 4 grandes séries de règlements délégués, a mis en place une consultation publique et il ressort de cette consultation plusieurs points qui ont été relevés par le Parlement européen. Le premier point, c'est classiquement les questions de responsabilité entre producteurs et distributeurs. Je vous en ai parlé encore la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est une question clé en matière de distribution de savoir qui est responsable et jusqu'à quand. Donc en matière d'assurance comme en matière d'instruments financiers, cette question doit être réglée et bien détaillée avant que ne rentre en vigueur la directive et ses textes d'application. Le deuxième point concerne la détermination d'un marché cible négatif. Alors, on connaissait le marché cible qui doit être défini, je vous en ai aussi parlé, par la directive MIF 2, qui est un marché cible qui existe aussi dans le règlement PRIPS, mais là, l'EIOPA est allée un peu plus loin puisque ce qui n'est pas prévu par la directive, elle le propose, à savoir de déterminer un marché cible négatif qui concentrerait l'ensemble des consommateurs auxquels le produit ne doit pas être proposé. Alors, l'ensemble du secteur estime que cette proposition va trop loin, qu'elle est contraire à la directive de niveau 1 et qu'elle ne peut que générer des difficultés d'appréciation et de mise en œuvre de la nouvelle réglementation. Troisième point qui a été soulevé dans les réponses à la consultation de l'EIOPA et qui a été repris par le Parlement européen, cela concerne évidemment, là aussi très classiquement, la question des conflits d'intérêts et des avantages plus connus sous le nom de inducements. Donc ce sont 2 grandes questions que tous les amateurs de MiFID connaissent bien, les conflits d'intérêts, la gestion des avantages. En matière de commercialisation, c'est un élément clé. L'important, c'est de savoir comment on donne l'information au consommateur, quelle information on lui donne, où est-ce qu'il la trouve, est-ce qu'elle lui est donnée directement, est-ce qu'elle lui est donnée indirectement via un site. Toutes les questions sur cette politique de gestion des conflits d'intérêts et surtout sur l'information relative à cette politique devient clé dans le secteur de l'assurance également. Dernier point qui a été soulevé par le secteur, c'est les moyens à mettre en œuvre pour obtenir les informations du consommateur. En effet, si évidemment le prestataire doit donner un nombre conséquent d'informations à l'investisseur, il ressort de la directive que le consommateur doit lui aussi donner des informations pour vérifier que le produit lui soit bien adapté. À ce moment-là, c'est la question de savoir comment vérifier et surtout comment obtenir les informations du consommateur qui est posée par les acteurs du secteur. Voilà pour les dernières nouveautés de cette semaine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un noté pour vous qui sera le numéro 300. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.